Salut, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode numéro 5 intitulé Escale technique. Simplement parce qu'aujourd'hui on va pas parler d'intégration de Mobiflight, on va pas parler de tips, on va pas parler de programmation, mais moi je vais vous parler de ce que j'ai déjà réussi à faire depuis le début où j'ai découvert Mobiflight, pourquoi j'en suis arrivé à Mobiflight, quelle est l'origine de tout ça. J'aurais pu simplement jouer à Flight Simulator comme j'imagine 90% des gens et m'arrêter là, mais pourquoi j'en suis arrivé à Mobiflight. Qu'est-ce que j'ai déjà fait grâce à mon imprimante 3D, grâce à une CNC que je me suis achetée, où j'en suis actuellement et où j'aimerais peut-être arriver un jour si le temps me le permet, si les finances me le permettent et si la place aussi à la maison me le permet et peut-être un peu ma femme aussi. Il y a pas mal de rushs, cette vidéo sera constituée principalement de photos, d'extraits vidéo que j'ai tournés au fur et à mesure de mon bricolage, quand j'étais dans mon sous-sol en train de souder des fils, en train de faire des tests. Je me disais, tiens, peut-être qu'un jour ces extraits, ces vidéos me serviront. Eh bien aujourd'hui on y est, voilà, ça va me servir, ça va vous servir peut-être, je l'espère en tout cas. Et on perd pas plus de temps, ça va faire une petite quarantaine de minutes sans doute. Je vous laisse regarder ça et on se retrouve à la fin. Bon visionnage, et à tout de suite. Avant d'entrer dans le vif du sujet, tout d'abord, petit retour en arrière sur comment j'en suis arrivé à Mobiflight et à construire un home cockpit. J'aurais très bien pu passer à côté complètement. Concours de circonstances incroyables. Je vous le fais court. Des menuiseries sur lesquelles je cherchais des pièces que je ne trouvais pas. J'ai décidé de me commander une imprimante 3D afin de créer mes propres pièces, de les dessiner afin de les remplacer, de les fabriquer moi-même. J'ai reçu mon imprimante une semaine avant le confinement. Pendant le confinement, j'ai filé un coup de main à ma mairie en fabriquant des masques de protection pour le Covid. À force d'utilisation, j'ai fait cramer une pièce de mon imprimante. YouTube m'a appris à comment remplacer cette pièce. Donc du coup, je me suis mis à l'électronique. J'ai commandé un fer à souder, j'ai commandé de l'étain, j'ai commandé ce qu'il fallait pour réparer mon imprimante 3D. Et petit à petit, j'en suis arrivé à m'intéresser à l'électronique. Je suis tombé sur Arduino et quand en août 2020, Microsoft Flight Simulator est sorti, je me suis dit qu'il devait y avoir quelque chose à faire avec Arduino et Mobiflight. Voilà, on y est. Maintenant que vous en savez plus sur l'origine, du pourquoi, du comment, on va regarder mes premiers panneaux, mes premières confections, mes premiers essais avec Arduino et Mobiflight sur un espèce de panneau de Cessna 152 qui ressemblait à pas grand chose mais qui m'a quand même déjà permis de faire quelques parties bien sympas. Là vous pouvez voir un premier essai donc avec un encodeur juste, c'était le tout premier montage avec Arduino où j'ai compris qu'on pouvait quand même faire des choses sympas juste avec un encodeur où je faisais mes premiers virages. Ensuite, j'en suis passé à cette version du premier panneau sur lequel j'avais déjà fait une vidéo au tout début. J'avais intégré des interrupteurs pour tout ce qui est light, les interrupteurs pour les batteries, des encodeurs pour gérer le GPS, le Garmin 1000, qui est dans le Cessna 172 de base. Et vous voyez à l'arrière, sous l'écran, déjà les premiers afficheurs 7 segments. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai fait ma première vidéo que vous pourrez retrouver sur la chaîne. Je vous mets le lien là-haut. Où j'ai compris en fait le potentiel que pouvait m'apporter Mobiflight dans la simulation, dans l'immersion sur Flight Simulator. N'étant pas équipé pour faire de l'électronique, je me suis très rapidement acheté ce qu'il me fallait en petit outillage. Alors c'était pas grand chose, c'était une pince à sertir avec les câbles du pont, c'était un fer à souder, c'était de l'étain, mais ça me permettait déjà de pouvoir avancer. J'avais fait à l'époque une vidéo qui expliquait le matériel nécessaire, je vais vous la laisser regarder, elle est juste là, et on se retrouve juste après. En complément de la vidéo de présentation, voici le matériel que j'ai utilisé pour la réalisation du petit prototype que vous avez vu. Vous aurez besoin forcément d'un fer à souder, avec la pompe à dessouder indispensable pour sortir l'étain en trop quand vous loupez une soudure. Ça vous permet d'aspirer l'étain après l'avoir fait fondre. Ça permet de récupérer les fils et de recommencer vos soudures. Vous aurez besoin donc de fils d'étain. Alors moi j'en ai deux types, j'ai du 1,5 mm pour les grosses soudures. Quand vous avez besoin de souder ce type de broche, assez large, facile à souder, j'utilise du gros fil d'étain, plus simple. Et le plus petit, le très fin comme celui-ci, c'est pour souder les composants électroniques. Le câble du fil électrique souple qui m'a permis de
relier toutes les terres, notamment toutes les masses, de manière à réduire le nombre de fils à brancher sur la carte Arduino. Je reliais toutes les masses ensemble et je branchais une seule masse sur la carte, puisque le nombre de pins est quand même limité. Donc vu le nombre de boutons, il vaut mieux avoir une masse commune de manière à réduire le nombre de fils. Et ensuite les câbles du pont, donc soit que vous achetez tout prêt, ça se trouve sur internet, vous les trouvez déjà sertis avec les broches, soit si vous souhaitez vous les fabriquer, ce qui peut être plus pratique, c'est vendu avec du câble, une pince à sertir et ensuite des broches mâles, les broches femelles que vous détachez selon vos besoins, et ensuite les petits embouts de connexion dans lesquels vous venez insérer vos broches une fois serties, de manière à pouvoir les brancher et les débrancher sur les composants électroniques, comme notamment les afficheurs LCD 7 segments que vous avez pu voir. Donc tout ça acheté via Amazon. Personnellement, je vous conseille d'acheter la boîte avec la pince à sertir qui est fournie avec. C'est bien plus économique que d'acheter les câbles tout prêts, et ça vous permettra également de pouvoir couper et ressertir vos câbles selon la longueur. Là, je crois qu'il y a 1 mètre de câble de vendu. Vous avez 1 mètre, peut-être un peu plus d'1 mètre de câble vendu. Donc vous coupez à la longueur désirée, vous sertissez vos broches, soit vous faites des câbles à 2 fils, 3 fils, 4 fils, selon vos besoins. C'est plus économique que d'acheter les câbles tout prêts. Voilà, vous avez vu donc le matériel que j'avais acheté dès le début, en fait, rien de bien compliqué, c'est les liens que je vous ai mis en dessous. Ça m'a permis ensuite de créer ce panneau. C'était un semblant de FCU avec une partie FX. On peut reconnaître le baromètre avec les boutons. Alors, j'avais déjà imprimé des boutons que j'avais trouvés sur des sites de partage de fichiers 3D. Donc, j'avais déjà les boutons des encodeurs. Après, pour le reste, c'était des boutons standards avec des afficheurs 7 segments. J'avais fait une espèce de semblant de FCU et d'EFI sur une plaque de plexiglas que j'avais découpé à la scie, meulé, poncé, limé. Mais ça m'a permis déjà de m'amuser avec l'A320. Et je l'ai gardé très longtemps en fait, ce FCU, puisqu'en fait il fonctionnait très bien. Là on peut voir le FCU en action. Là on peut voir les paramétrages donc de ce premier FCU avec le cap et la vitesse qui était déjà paramétrable. Là c'est un petit reboot. Ensuite on avait l'altitude, on a le baromètre sur la gauche, on avait les encodeurs qui étaient fonctionnels, les boutons qui étaient proches du positionnement d'un FCU classique d'A320. Tout était parfaitement fonctionnel et ça m'a permis de jouer très longtemps en fait avec ce panneau de contrôle avant de passer à une version un peu plus proche de la réalité en médium. Là, je vais vous laisser regarder la vidéo que j'avais tournée à l'époque qui expliquait en fait le fonctionnement de ce panneau sur plexiglas blanc EFIS FCU d'A320. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, c'était un peu le prototype du FCU qui m'a permis de bien m'amuser pendant un moment avec une vieille plaque de plexiglas récupérée, des boutons achetés sur Amazon, un peu d'impression 3D pour avoir des boutons qui ressemblent à des boutons qu'on retrouve sur les Airbus. Quelques afficheurs 7 segments, sans doute le plus compliqué à faire fonctionner. Il suffit qu'il y ait un peu une soudure mal faite et il n'y a rien qui s'allume, ou alors à l'inverse tout s'allume, ça clignote, on dirait une guirlande. Voilà. Une carte Arduino, un peu de fil. Alors ça a été partiellement démonté puisque j'ai récupéré des éléments pour monter sur le nouveau. L'autopilote, l'autothrottle, les boutons qui permettent de changer le id ou le track, et la partie FCU avec l'afficheur du baromètre qui était ici, le flight director et l'ILS, et le baromètre. Des potentiomètres qui me permettaient de régler l'intensité lumineuse, alors en réel sur les afficheurs 7 segments, de manière à ne pas être trop ébloui la nuit, parce que ça éclaire quand même beaucoup, et l'autre permettait de régler l'éclairage à l'intérieur du cockpit.
Et ça, c'était juste les boutons pour éteindre les deux alarmes. Euh, Master et Caution Warning là, qui se mettent parfois à gueuler dans les Airbus. Quand j'ai décidé de me rapprocher un peu plus de la réalité, que mon cockpit ressemble plus à un Glare Shield A320 qu'à une plaque de plexiglas blanche, j'ai acheté une CNC de manière à pouvoir me découper proprement des panneaux de MDF. J'ai espéré le faire sur du plexiglas. Le plexiglas, c'est très compliqué à découper avec une CNC. C'est du moins avec les premiers modèles, hein, des modèles à 250 euros. On n'a pas des machines qui soient capables de faire quelque chose de très propre. Vous allez le voir, je vous ai mis des exemples des fails sur du plexiglas. Donc je me suis rabattu sur du MDF qui, au final, une fois peint, se rapproche en fait d'une surface lisse similaire à du plastique. Donc le MDF, ça se travaille très bien avec une CNC. Couplé avec une imprimante 3D, comme vous allez voir, on arrive à faire quelque chose de plutôt sympa. Voici le matériel dont je suis équipé, hein, juste pour que vous ayez une idée de ce dont je me sers. Une imprimante 3D, c'est une AlphaWise U20 que j'ai acheté lors du premier confinement. Le fait d'être bloqué à la maison, ça m'a permis d'apprendre à bien m'en servir et à cramer pas mal de bobines de fil. Merci Amazon. Et ensuite une CNC que j'ai 3018 que j'ai acheté récemment, il y a quelques mois maintenant, où j'ai mis un peu de temps à comprendre le fonctionnement, à réussir à imprimer et faire quelque chose de propre, comme vous avez pu voir sur les coupes de plexi là où j'ai tout arraché. C'est un peu plus galère que l'impression 3D la CNC, mais ça m'a permis de faire les premières découpes des façades avant, et je pense que ça me permettra de continuer et d'améliorer les façades que j'ai déjà pu dessiner et découper. Voilà. Donc en gros, l'AlphaWise de mémoire, c'était quelque chose comme 380 euros, et la CNC, c'était quelque chose comme un peu moins de 300 euros sur Amazon. Bien entendu, hein, quelques fraises, quelques bobines de fil, un peu de toutes les couleurs et de différentes qualités pour faire tout ça. Et surtout beaucoup de patience. Une fois tout installé dans mes caissons que j'avais fabriqués à l'époque spécifiquement pour ces deux machines, pour les mettre un peu à l'abri, je me suis lancé dans la conception de FCU que j'ai dessiné sur Fusion 360, un logiciel de dessin 3D, que je vous montrerai par la suite. Là, vous verrez un peu les esquisses et les volumes. J'espérais pouvoir faire quelque chose en fait d'imprimable facilement, et en mettant ça derrière, ou devant une plaque de plexiglas avec des boutons comme on peut voir. J'espérais que ça fonctionne. Ça n'a pas été une grande réussite. Je me suis donc rabattu sur du MDF, sur du médium de 6 mm et 9 mm. Ça c'est une plaque de 6 mm. Je crois que c'est toujours le FCU que j'utilise. C'est peut-être la première version. Je crois que ça c'est la première version. J'en ai refait un autre par la suite. C'est du médium que j'ai découpé avec la CNC, peint en gris simplement, et sur laquelle je suis venu fixer mes encodeurs et les boutons imprimés en 3D que vous allez voir par la suite. Alors pour faire ces pièces de bois découpées à la CNC, en fait on travaille sur un logiciel, comme je vous disais auparavant. Fusion 360, c'est une suite développée par Autodesk, les mêmes développeurs qu'AutoCAD. C'est un logiciel gratuit, il suffit juste de donner son mail. C'est renouvelable tous les ans. Et ça permet, à condition qu'on ne fasse pas une utilisation commerciale de ce logiciel, de créer des pièces. J'en ai créé tant et plus. Beaucoup pour mes home cockpit, hein, des boutons, comme vous allez voir par la suite, hein, un push-pull pour le baromètre. Mais ça permet également, si vous avez une imprimante 3D, de modéliser toutes les pièces qui vous manquent, dont vous avez besoin pour bricoler chez vous. Là vous pouvez voir l'exemple du panneau de l'EFIS pour la machine CNC, qui sera découpée dans du médium par la suite, comme vous allez voir. Et sur la gauche on voit toutes les pièces que j'ai dessinées pour créer le push-pull du baromètre. Vous aurez le détail des pièces imprimées par la suite, et ainsi que le montage pour mieux comprendre. Et ça vous donne un peu une vision, l'éventail de tout ce qu'on peut faire avec une CNC couplée avec une imprimante 3D. Vous venez de voir la version modélisée en 3D sur Fusion 360, et là vous avez dans ma main la version finalisée, sortie de la CNC, découpée
au dixième de millimètre près, vous avez la pièce copie parfaite de la modélisation informatique. Voici l'exemple en fait du FCU et de l'EFIS côte à côte une fois passé à la peinture, une espèce de grille qui ressemble aux grilles Airbus. La CNC m'a permis ensuite de refaire une contre-plaque qui vient à l'arrière sur laquelle je fixe mes boutons. L'avantage c'est qu'en récupérant le fichier de base, je repositionne les trous exactement à l'endroit où ils doivent tomber. Au millimètre près, en fait, ils sont axés avec les trous de la face avant. L'imprimante 3D m'a permis de créer ces boutons, ces coris, en fait, ce sont des coris, alors très simplifiés, hein. Il n'y a pas de LED à l'intérieur, moi j'en ai qu'une, c'est la verte, celle qui s'allume lorsque le bouton est actif. Vous allez comprendre ensuite pourquoi la petite barre blanche à l'arrière. C'est parce qu'en fait j'ai déporté les boutons sur une plaque un peu plus en retrait de manière à me laisser la place de travailler. Voilà. Là on voit le FCU, la face avant du FCU qui est montée, on voit les boutons qui sont fixés dessus, on voit des encodeurs, on voit un début de PCB qui m'a permis de regrouper toutes les sorties des boutons. Dans ces boutons, j'ai installé une LED verte où j'ai laissé passer les deux broches. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo sur les LED, je vous invite à aller regarder les parties 1 et 2 des afficheurs, en fait, ou dans lesquelles on traite également des LED. Donc j'ai installé dans ces boutons des LED vertes que j'ai noyées dans de la colle chaude, avec un pistolet à colle, de manière à ce que ça diffuse la lumière. Alors c'est plus ou moins une réussite. Certaines sont plus lumineuses que d'autres. Ça sera à peaufiner. C'était mes premiers essais. J'en suis quand même content parce qu'en fait le résultat est pas mal. Là, on peut voir le résultat en test. Voilà le FCU monté avec des boutons imprimés en 3D pour tout ce qui est cap, altitude, vitesse. Et sur le côté, sur les fils, on voit bien les boutons des encodeurs que je n'avais pas encore modélisés. Voilà les esquisses que j'ai dessinées sur Fusion 360. Donc Fusion 360, ça sert à faire de la 3D. Vous faites un plan d'abord en 2D, ce qu'on appelle une esquisse, pour faire simple. Hein. Donc les esquisses, c'est ce que vous allez voir là en bleu. C'est dessiné en 2D, alors vous pouvez changer de plan, il n'y a pas d'obligation de dessiner dans un plan dans un autre. Et une fois que vous avez fait vos plans en 2D, vous extrudez pour faire de la 3D, ce qui vous donne des corps, pardon. Et ces corps, c'est soit vous faites de l'impression 3D avec, comme vous pouvez reconnaître ici par exemple les premiers modèles que j'ai essayé de faire en impression 3D. Vous avez pu voir ça sur la vidéo. Ou vous pouvez également faire des fichiers qui vont être envoyés à la CNC pour faire de la découpe. Comme par exemple le panneau latéral là, côté capitaine, que j'ai découpé à la CNC, où vous avez pu voir la vidéo. Et voilà, donc tout ça c'est fait avec Fusion 360, et ici on peut remarquer d'ailleurs les boutons, les trois parties du bouton du panneau latéral. Donc vous avez la partie mobile, la partie fixe et la face avant sur laquelle j'ai collé, comme vous avez pu le voir, les autocollants avec à l'arrière les petits passages pour le bouton poussoir et pour les broches des LED. Donc tout ça c'est fait sur Fusion 360, donc il faut maîtriser un peu le dessin 3D, avoir des notions. Après ça s'apprend, il y a pas mal de tutos sur Fusion 360 sur YouTube. Et c'est assez accessible. C'est un logiciel très puissant avec lequel on peut faire beaucoup de choses et accessible gratuitement à partir du moment où, toujours pareil, on n'en fait pas une utilisation commerciale. Tout à l'heure, vous avez vu l'imprimante 3D en action. Maintenant, on va voir la CNC en action qui me découpe le panneau latéral côté capitaine. Fait 33 cm de long. Allez, je vous laisse regarder cette vidéo. Un petit peu de papier à passer là. 33 cm de long, donc plus grande que la surface de travail de la CNC qui elle ne fait que 30 cm de large. Donc on la positionne, je vais indiquer à la machine que le 0 est ici, donc le premier carré qu'elle devrait découper sera là. Il y en aura ensuite un par ici et deux là. Un là et le trou ici, ouais, deux ici, voilà, master et cochonne. Donc la CNC, ça c'est la première fois que je le fais, hein. On va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, vous verrez pas la vidéo. Tu bluffes, Martoni.
Et là, candle avec le tracé de ce que va faire normalement la CNC. Donc, Il bluffe. je vais l'allumer, je vais la régler et je vous montre ça si ça fonctionne. Il bluffe là. Allez, on a changé la fraise, on a mis une fraise plus grosse. L'autre ayant cassé, alors je pense que j'ai été un peu trop vite. Hein. J'ai voulu aller trop vite avec une fraise fine que j'ai cassée dans le bois, d'où la merdouille un peu ici là. Rien de grave, hein. On va essayer de repartir dessus normalement. J'ai reparamétré quasiment. On va lui indiquer le 0. Voilà, elle est aux coordonnées 0. Le Z-Probe a été fait. On va le relancer pour la 4e fois, je crois. En espérant que cette fois-ci, ça aille au bout. Non, on est bon. Tout à l'heure, je me suis trompé en fait. J'ai pas pris le 0 au bon endroit. Alors là, la fraise est plus costaud et j'ai mis une profondeur de passe de 1 mm. Donc ça sera un peu plus long, 2 fois plus long du coup. Mais ça devrait limiter le risque de casse. Allez, on se retrouve après. Là, on voit le panneau à la fin du travail de la CNC, donc avec un peu de sciure, mais le panneau est fini de découper. Là, vous voyez le panneau latéral côté capitaine à côté de l'EFIS et du FCU, donc c'est à l'échelle 1. C'était pour me rendre compte en fait de la place que ça allait prendre sur le bureau et ça commençait à devenir assez imposant. Ouais. Une fois tous ces panneaux montés, si j'ai déjà fait des coris, il me manquait des panneaux pour le panneau latéral. Il me manquait les panneaux d'alarme, les panneaux Master Caution et Warning, et ainsi que l'Autoland. Donc avec l'imprimante 3D, j'ai dessiné ces boutons. Je vous les montrerai, vous les avez vus tout à l'heure sur Fusion 360, vous avez vu la modélisation 3D. Et là, maintenant, on va voir la conception en fait, du bouton, et notamment la face avant que je voulais noire, que je voulais opaque, sans indication quand l'arme n'était pas en route. Donc c'est ce qu'on va regarder et je vais vous laisser regarder la vidéo où j'explique la manière dont j'ai fait ça. Alors voici le papier autocollant blanc de l'Autoland. Il faut que je récupère le bouton qui se trouve là, ici. On va essayer de ne pas faire tomber les autres. Je ne vais pas y arriver ainsi comme ça, voilà, simplement. Alors, on va déjà mettre une lettre blanche dedans. J'ai essayé avec des LED de couleur, mais ça fonctionne moins bien. Je crois que une fois qu'on met le papier transparent noir devant, la LED de couleur en fait est pas assez puissante pour traverser le noir. On va mettre un point de colle au fond du bouton pour tenir la LED. Il y a le pistolet à colle. C'est un peu de... Attendre que ça prenne. La centrer à peu près au milieu du bouton. Attendre que ça sèche. Enfin, que ça durcisse du moins. Pendant ce temps, on va récupérer le petit carré en impression comme ça. Voilà. PLA transparent. PLA transparent, alors j'imagine qu'avec un peu de plexiglas ça peut fonctionner. Hein. Là j'ai du PLA transparent donc je m'en suis servi simplement.
éviter de trop mettre les doigts dessus. Là, il faut réussir à être assez précis. J'imagine que là on voit rien du tout. En fait, vous aurez compris le principe. Il suffit de coller. Ah. Là on a déjà une partie de la face qui est faite, pardon. Comme ça sera plus facile. Une partie de la face qui est faite. Maintenant on va se servir du papier transparent imprimé en noir. Alors j'ai découpé un bout approximativement un peu plus large que le bouton. Donc là, c'est de réussir à décoller le papier. Le problème du papier transparent comme ça, c'est que l'encre qui est dessus est très fragile. Donc moins on le frotte, mieux c'est. Pour ça j'utilise les boîtes de composants là qui sont en plastique très lisse. Ça évite que ça... Parce que dessous le tapis de découpe que j'ai en fait a bien morflé. Il y a un peu de tout incrusté dedans, donc ça laisse des marques. Alors maintenant il va falloir réussir là. Je peux l'appuyer à peu près n'importe où. Comme ça. On a la face qui est complètement masquée. Vous voyez, on voit plus rien du tout, l'autoland dessus. Rien. En théorie, une fois qu'on l'éclaire, ça fonctionne. Donc, on vient appliquer le bouton. Alors, le bouton, le mettre dans le bon sens par rapport au trou qui est dans le boîtier à l'arrière. Donc, autoland. Donc, on repositionne le bouton. Là. On va prendre un petit bout de papier comme ça. Qui va nous servir. Ah, celui-là est mieux. Qui va nous servir à faire des découpes proprement. Donc on poursuit après l'interruption du téléphone. On essaie de couper au plus près du bouton. Donc là on a la face, on va dire finie. Donc si on l'éclaire, si on branche le moins ici, oui sur les LED il y a un sens de branchement. Si vous branchez le plus sur la mauvaise broche, ça marche pas. Ça ne grille pas la LED, mais elle s'allume pas. Ça ne fonctionne que dans un sens. Donc là normalement c'est branché. Donc comme vous voyez on voit que dalle. Et si j'allume, ça fonctionne. Alors voilà. Ouais, c'est un peu violent le blanc. Et ça a l'avantage de fonctionner. Autoland. Alors moi je le lis bien. Au téléphone on le voit un peu moins bien. Il y a le gros point blanc de la LED au milieu, mais ça fonctionne. Noir, rouge, noir, rouge. Donc on est bon. Peut-être mettre une résistance un peu plus puissante pour baisser l'intensité du blanc. Une résistance plus importante, pas plus puissante. Mettre une résistance, là c'est du 100 ohms, peut-être mettre du 220, je crois que j'ai. Essayer avec une résistance un peu plus puissante pour baisser l'intensité du blanc. Mais le principe est là, quoi. Le transparent, ça marche bien pour faire les façades des boutons d'alarme et d'Autoland. C'est un des premiers essais. Et ça, c'était une des versions des futurs Cori pour le futur FCU. Et ça serait la version qui serait quasi définitive, je pense.
qu'elle fonctionne pas mal. Il y a un peu de jeu, alors peut-être à régler. Et juste changer, alors là c'était un test, donc j'ai pas changé de bobine de fil, mais la façade avant du bouton sera forcément soit blanche, soit transparente, selon la luminosité que ça va envoyer. Après je peux également régler la luminosité de la LED en mettant une résistance plus ou moins forte, enfin soit la résistance à la bonne valeur, soit une résistance plus élevée pour faire baisser la luminosité. À voir ce que ça donne. J'ai pas encore fait le test, mais dans la conception, je pense que ça sera ça. Et ça, ce sont voilà, des boutons, des knobs, les knobs du FCU, les knobs de l'EFIS, avec un petit défaut d'impression là, une petite surépaisseur en plein milieu qui est pas très esthétique. Faite avec l'ancienne imprimante. Et ça, c'est la dernière arrivée, une Elegoo Neptune 4 Pro, beaucoup plus rapide, plus précise, beaucoup plus bruyante également. Là, il y a 4 énormes ventilateurs à l'arrière, parce que le fait qu'elle aille beaucoup plus vite, entre deux couches, le filament a besoin d'être refroidi. Donc, vu sa vitesse, juste un ventilateur ne serait pas suffisant. Donc, il y a une énorme rampe de ventilation à l'arrière qui permet de refroidir l'intégralité du plateau pour être sûr que quand la buse repasse dessus, le filament du dessous soit déjà froid. Donc, les futurs boutons seront imprimés avec celle-ci. Vous avez vu la conception du bouton pour l'Autoland, le Master Caution, le Warning. Maintenant, on va regarder comment j'ai créé le push-pull. Alors, je m'en suis inspiré différents sites, beaucoup de méthodes différentes, plus ou moins complexes, plus ou moins robustes. Moi, je me suis servi de mon imprimante 3D. Je suis parti de zéro. Je voulais pas télécharger un fichier d'un autre maker. Je voulais créer mon propre push-pull avec ses défauts, peut-être ses qualités. Alors là, son défaut, c'est qu'il est peut-être un peu volumineux. C'était un prototype. C'était ce que vous voyez là, c'est le deuxième modèle. Il y avait un modèle qui était un peu moins abouti dès le départ. Celui-ci n'est pas totalement fini. Mais en tout cas, depuis que je l'ai installé, il a toujours fonctionné. Et je pense que, mis à part de le rendre un peu plus petit, le principe restera le même dans mon futur FCU. Je vous laisse regarder la manière dont ça a été, dont je l'ai conçu, la manière dont il se monte, avec les explications pas à pas pour que vous compreniez un peu le principe. Vous venez de voir donc le montage pas à pas en fait du push-pull après avoir imprimé les pièces une à une. Vous voyez, c'est un encodeur, deux interrupteurs et un pistolet à colle. Le pistocolle, outil indispensable du maker. Je vais vous laisser regarder la vidéo où j'expliquais à l'époque le fonctionnement une fois tout assemblé. Je vous avouerai que j'étais content parce que en fait ça fonctionnait. Alors c'était un peu gros, c'est peut-être pas l'idéal, mais en tout cas ça a toujours fonctionné comme je le disais auparavant et ça continue de fonctionner et je pense que ça fonctionnera encore très longtemps. Voici la version 2 du push-pull imprimé en 3D. Une fois les interrupteurs on-off-on montés et l'encodeur à l'arrière. Donc à l'avant je vous expliquerai également pourquoi ce petit bouton.
les deux tubes coaxiaux, le plus gros en diamètre 8 et le petit qui vient s'insérer dedans en diamètre 6. Donc le plus gros permettra de changer les unités. Donc si vous voyez la tête de chat qui bascule de gauche à droite pour changer les unités du baromètre en millimètres de mercure et en hectopascal. Et ensuite le plus petit des tubes qui permettra, en le faisant tourner, de faire tourner l'encodeur qui modifiera la valeur de la pression atmosphérique en plus et en moins. Et ensuite en tirant dessus, je recule pour que vous voyez, si on tire dessus, vous voyez l'interrupteur là qui recule, qui permettra de passer en mode standard au-delà de l'altitude de transition, soit en poussant de modifier les valeurs QNE, QNH qui sont affichées sur le baromètre. Alors on aurait très bien pu se servir du bouton qui est intégré à l'encodeur que vous devriez entendre maintenant. Donc chaque encodeur en fait a un bouton intégré quand on appuie dessus. Alors pourquoi je ne l'ai pas utilisé, c'est ce que j'avais vu sur un autre site, c'est que ça permet d'avoir la même course, soit en tirant, soit en poussant, qui est un peu plus près de la réalité. Voilà le principe. Un peu de câblage et ça sera fini. Et ensuite les deux petits ergots qui ont été imprimés à l'avant permettront de recevoir les deux boutons poussoirs pour le Fly Director et pour l'ILS. Là maintenant vous pouvez voir sur cette photo le push-pull installé au niveau du baromètre avec les deux cartes Arduino maintenant nécessaires et ainsi que les 27 km de fil parce que je suis pas bon en fait en câble management, ça s'apprend, j'en suis pas encore à ce niveau. Donc vous voyez donc les 27 km de fil qui se croisent, qui s'entrecroisent mais qui foutent pas le feu. Pour continuer de me rapprocher de la réalité, je voulais remplacer les deux encodeurs initialement installés sur les fils par deux commutateurs. Un commutateur, c'est un bouton rotatif qui a 8 positions en l'occurrence. À chaque fois que vous tournez le bouton de 45 degrés, vous avez une fonction différente. Les boutons de l'EFIS de la 320 sont de ce type. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous tournez d'un cran le bouton, vous modifiez soit le mode d'affichage, VOR, ILS, plan, je sais plus ce qu'on a, arc, et de l'autre commutateur permet lui de régler les distances, l'échelle affichée donc de 10 à 320 nautiques. Pour paramétrer un commutateur, il n'y a rien de plus simple. Si le commutateur a 8 positions, c'est-à-dire qu'en fait vous avez 8 boutons. Chaque fois que vous tournez l'axe d'un cran, vous appuyez sur un bouton différent. Donc pour MobiFlight, 8 positions égale 8 boutons, c'est-à-dire que vous aurez 8 paramétrages à faire. C'est relativement simple, c'est pas plus fastidieux que si vous aviez des boutons. L'avantage c'est que vous avez un seul axe à tourner pour avoir 8 fonctions différentes. Et c'est exactement comme ça qu'il faut le paramétrer dans MobiFlight, notamment pour les panneaux de l'EFIS. Je vous laisse regarder la vidéo où j'explique un peu les techniques pour souder, les erreurs à ne pas faire et celles que j'ai sans doute déjà fait, que je referai sans doute encore. J'utilise différents types de fils. J'utilise un peu ça là, qui s'achète, je sais pas si vous voyez bien, c'est ce qui sert en fait à faire les câbles du pont. Ça s'achète par nappe comme ça de 10 fils collés. Ça c'est assez rigide, ça peut être pratique, je sais pas si c'est vraiment ce que je préfère là. Ensuite j'ai ces fils là qui coûtent pas très cher, qui sont très fins. Alors l'avantage c'est que ceux-là ils sont monobrins, il n'y a qu'un seul fil dedans. Un seul petit fil, hop là par ici ça sera mieux. Par ici il n'y a qu'un petit fil. Je sais pas si on voit bien là. Il n'y a qu'un petit fil à l'intérieur, c'est plutôt simple à souder, par contre ils sont très fins, très souples. C'est un peu galère, quand vous en avez beaucoup ça fait des paquets. Alors que les câbles du pont que je vous ai montré juste avant en fait se tiennent mieux. Et les derniers que j'utilise ce sont ceux-là. C'est pratique, c'est plutôt fun on peut dire. Parce que ce sont des câbles souples en silicone qui gardent la forme que vous leur donnez. Plus ou moins. Alors vous n'allez pas faire des sculptures non plus avec.
Mais on arrive à les torsader, ça fait que, vous voyez, par exemple pour un encodeur comme ça, les 3 fils qui sont dessus, sans parler de la masse bien sûr, parce qu'il est un peu morflé, c'est celui que j'ai démonté tout à l'heure. Mais les 3 fils qui sont soudés dessus, vous pouvez les torsader, et à la fin vous avez qu'un seul fil que vous reliez ensuite à une petite prise. Allez, on va essayer de souder le dernier. Donc pour ceux qui débutent en soudure, essayez d'étamer vos fils avant, c'est-à-dire mettre juste un peu d'étain sur le bout du fil. Alors, il suffit peut-être de le faire fondre un peu comme ça. Alors, il suffit que je le dise pour pas y arriver. Et l'avantage d'avoir de l'étain sur le bout du fil, c'est que ça vient se souder quasiment instantanément quand vous le mettez en contact avec la patte du commutateur là, qui est déjà elle aussi avec un peu d'étain. Étain sur étain, la conduction thermique se fait très bien, ça fond d'un coup. Et c'est beaucoup plus simple à souder. Donc si vous pouvez, pensez-y, faites-le, et vous gagnerez du temps et vous ferez bien m'en chier. Pour souder ces petits trucs, c'est simple, une breadboard. Alors c'est simple, il suffit juste de le savoir. Au début je m'embêtais un peu plus que ça, j'ai vu une astuce que j'applique maintenant et qui fonctionne bien. Vous fixez la prise sur la breadboard. Vous n'oubliez pas d'étamer vos fils et d'étamer, de mettre un peu d'étain sur chaque broche, ce qui fait que ça soudera beaucoup plus vite, ça sera quasiment la prise instantanée. Si vous ne faites pas ça, vous allez galérer à vouloir tenir le fil, tenir le fer, tenir l'étain. Et on va venir vérifier déjà qu'on n'est pas trop mal. Donc j'ai mon commutateur avec mes 6 fils pour mes 6 positions, si j'ai pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 40, 80, 160, 320. 6, c'est ça. C'est les distances de l'éfice de mémoire. J'ai pas de bêtises, j'ai pas dû trop me tromper. On va commencer de l'autre côté, ça sera plus facile. Alors, étain sur étain, ça cristallise. Voilà. Il suffit de pas de... Maintenant, le plus dur, c'est de réussir à souder les fils qui sont juste à côté, sans dessouder celui que vous venez de finir. Et que la soudure tienne. Alors après, j'ai une panne qui est peut-être pas trop adaptée, j'ai peut-être des pannes plus fines, mais voilà, toujours pareil, hein. La flemme de changer. Ça va passer, ça va passer. Et quand ça va pas, eh bien, on change tout, mais on a perdu 1 heure. Pour le moment, ça a l'air d'aller. C'est pour ça qu'en début de vidéo, si vous avez regardé l'intro un peu première partie, je vous disais que j'ai mis un peu d'argent parce que c'est pas gratuit quand même, mais avec un petit budget, un peu de fil, un petit fer à souder, un peu d'étain, une carte Arduino même. Vous n'êtes pas obligé de monter une usine à gaz, mais ça coûte pas très cher. Par contre, il faut être patient, il faut avoir un peu de temps, quelques week-ends et soirées à sacrifier parce que ça se fait pas tout seul. Alors si, ça peut se faire tout seul, mais ça coûte 1500 €. Voilà. Et vous n'avez pas la satisfaction de l'avoir fait vous-même. Allez, il ne restera plus que la masse à souder avec du fil d'acier que j'ai posé je ne sais où, là. Petite bobine de fil d'acier. D'ailleurs, j'ai jamais essayé de souder ça, j'ai pris ça parce que ça sera plus facile pour les masses. On va essayer de le souder ensemble de suite. Alors, normalement j'ai dû mettre de l'étain. Allez, on va essayer de faire comme ça. Hop. On va pas confondre le fil d'acier et le fil d'étain. De toute façon, vous allez vite le voir. Je pense qu'il y en a un qui doit fondre légèrement plus vite que l'autre. Un peu d'étain. Et là, on va essayer de souder ça dessus. Ça me permettra de faire la masse. Parce que les masses, il y en a partout. Et c'est galère
que sur les cartes Arduino, voilà, et j'ai l'impression que ça va pas être top. Oups là. Alors, on va essayer de mettre de l'étain dessus déjà. Si, ça a l'air de... Voilà, mais bon, j'avais peut-être pas la bonne position. Si, c'est bon, ça a pris. Ça a pris, on voit que ça tient. Voilà, ça me permettra de faire les masses. Là, je viens de finir de souder les commutateurs. Vous voyez que j'utilise un petit fil d'acier qui permet de relier les masses entre elles. C'est pas une très bonne idée. Alors, ça permet de gagner du temps, ça permet de multiplier les masses. Ça ne fonctionne pas très bien, ça ne se soude pas très bien. Et le fait que le fil soit nu, pas d'isolant autour du fil, crée régulièrement, dès que vous manipulez un peu trop dès que vous déplacez un peu trop votre panneau, ça peut créer des petits courts-circuits ou deux fils qui se touchent. Ça fait que quand vous démarrez, vous avez parfois des petites incohérences et des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, par fainéantise, je l'ai utilisé. Par expérience, je le ferai plus. Maintenant, on peut voir sur la suite de la vidéo la mise en place des commutateurs que j'ai soudés avec leur petit pin à brancher sur les cartes Arduino. Vous venez de le voir passer, c'est le fameux pistocol dont je ne me sépare jamais. Soit l'interrupteur était défectueux, peut-être. Soit j'ai une soudure peut-être que j'ai refaite qui était pas bonne. Un peu de poussière, un peu de bordel là comme par là. On va laisser prendre et on va monter donc les... Alors, comme je peux l'expliquer, hein, vous voyez, le 6. Essayez d'être prévoyant. Comme je le disais dans la vidéo, surtout essayez d'être prévoyant, de savoir où vous allez. Là. Moi j'ai fait au fur et à mesure, je modifiais, j'installais, je rajoutais. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, 27 km de fil, j'exagère à peine. Hein. Il y en a partout. Après, quand vous avez une panne, c'est très compliqué pour s'y retrouver. Là j'espère juste que jamais il ne tombera parce que sinon là, je peux tout recommencer à zéro. Alors le but ça sera bien sûr de refaire quelque chose dans très peu de temps de similaire mais en beaucoup mieux rangé, en beaucoup plus propre. Maintenant je sais ce que je veux, je sais comment le faire en mieux. Mais surtout voilà, si vous n'avez pas démarré votre panneau, surtout ne suivez pas cet exemple. Essayez d'avoir un plan en tête, de bien câbler vos appareils, de faire quelque chose de propre, de ranger et de repérer surtout. Des étiquettes, d'écrire sur le bois, d'écrire sur le plastique, de mettre des bouts de scotch de colorés de manière à vous y retrouver plus facilement. Moi en fonction des couleurs de fil, je sais à peu près où je vais, mais il ne faudrait pas que la panne soit trop conséquente parce que je pense que j'aurais du mal à m'y retrouver quand même. On peut voir en suivant donc des panneaux que j'ai continué de faire, alors cela un peu plus rapidement, vous voyez celui-ci n'est pas peint, c'est un peu dommage, je pense que je le referai, mais c'est le panneau dont je me sers quand je fais du VFR, que vous avez peut-être déjà vu dans la vidéo où je fais le retour sur le Velocity One un an après, enfin 2 ans après même, 2 ans après, 400 heures de vol après, la vidéo que je vous invite à aller voir par ici. C'est le panneau que j'utilise où dessus j'ai les radios, j'ai le baromètre, j'ai tout le panneau d'alimentation, les lumières, des potentiomètres qui me permettent de régler l'intensité. Donc c'est un panneau que j'ai fait derrière qui est piloté par une carte Arduino. J'ai ce panneau qui est en cours. Donc pour ceux qui volent sur Airbus, vous avez peut-être reconnu le panneau de light et de l'anti-givrage d'un A320 avec au milieu les deux boutons pour l'APU. C'est en cours, hein, vous voyez qu'il n'est pas fini encore, mais c'est le panneau qui viendra compléter le FCU, les fils et le panneau du capitaine. Une fois tout en place sur le bureau, voilà un peu à quoi ça ressemble. Donc vous voyez que ça commence à prendre un peu de place. J'empiétais un peu sur la vie de toute la famille. Donc je me suis mis un peu à l'écart. Ça me permet d'avoir tout mon bazar sur le bureau. Donc avec le FCU, les fils devant moi, l'overhead qui devrait être au-dessus mais qui pour le moment se trouve sur le côté et le panneau de radio se trouve sur la gauche. Version de nuit. J'aime beaucoup voler la nuit en fait, comme je disais hein, dans les vidéos précédentes, pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, j'adore voler la nuit, juste avec l'écran, les lumières du Glare Shield allumées, le Velocity One,
Je trouve ça vraiment sympa, je trouve ça super reposant. J'ai toujours aimé faire des vols de nuit pour ça. Nous voici dans le cockpit de la 320, donc il est déjà en route, du moins il y a au moins le jus dedans. Je vais vous montrer les panneaux que j'ai sur le bureau, avec le yoke, l'overhead, mon FCU, mon EFIS, le panneau et le panneau que vous connaissez déjà qui me sert pour faire du VFR. Je vais filmer en même temps avec mon téléphone, de manière à ce que vous voyez de mon point de vue les panneaux et les actions en direct dans la 320. Je ferai une petite incrustation en bas de l'écran de ce côté-là, de manière à ce que vous ayez en direct les modifs. Donc nous sommes dans le cockpit de la 320. On n'y voit pas grand-chose, donc je vais mettre un peu plus de lumière grâce à ce bouton, vous voyez. Là on a un peu plus de lumière. Ici, avec un potentiomètre, je peux régler l'intensité lumineuse du panneau de l'overhead, puisque ça c'est la partie overhead en cours de montage. On a mis ici, on indique qu'on a bien le jus dans l'avion. Vu de l'extérieur, je vais vous montrer en fait ce qu'on peut faire avec les... Ce qu'on peut faire ici. C'est pas évident hein, de faire en même temps filmer et commenter. Oula, les pleins phares, ça fait mal. Donc on va éteindre les phares. On n'en a pas besoin tout de suite, c'est grâce à ces deux boutons. Si j'appuie là, je devrais couper celui à l'avant. Là, je vais les rentrer totalement. On va couper celui-là qui permet de voir sur les côtés. Donc déjà, on est moins ébloui. Là, si on voit à l'intérieur du cockpit, hein, toujours pareil. Si je fais ça, il n'y a plus de lumière. On va remettre la lumière dans le cockpit, on va remonter dedans. Maintenant, on va aller voir à ce niveau-là ce qui se passe. Donc ici, on a bien les valeurs. Je vais pousser un peu le micro pour qu'on y voit mieux. Là, on a bien les valeurs qui sont répertoriées à l'écran. Alors ici, je le vois sur le téléphone, ça doit défiler légèrement. Parce que ça scintille, ça clignote. Parce que je pense que là, comme c'est le deuxième, peut-être pareil, une petite soudure derrière qui fait pas totalement contact. Du coup, ça scintille. Et je pense que c'est pour ça également qu'ici, alors vous le voyez pas, mais moi je le vois, c'est allumé, mais très très légèrement. Donc j'ai une partie ici, là, sur ces deux. Je pense qu'il y a entre le premier et le deuxième, j'ai une soudure qui doit pas être bonne, ce qui me fait cet affichage un peu foireux. Alors moi je le vois clignoter, je le vois quand même constant, alors que sur le téléphone on voit avec les fréquences de rafraîchissement d'image que ça défile. Mais sachez que moi je lis bien les 9000, et si je tourne, je lis bien 4000. Ou 3000 d'ailleurs. Donc le panneau pour la vitesse, le cap qui change, pareil pour le baromètre et ses unités, voilà. Et le mode standard, quand on tire dessus, le mode standard STD qui s'affiche grâce aux modificateurs qui feront l'objet d'un épisode 4h30 j'imagine, qui viendront s'intercaler. Là ça sera un épisode un peu rétroactif qui viendra juste après les afficheurs, puisque ça vient directement dans la suite logique des afficheurs. Là on a les commutateurs que vous avez pu voir dans la vidéo quand je l'ai soudé. Là ce sont des commutateurs 8 positions. Alors comme en réalité, alors là celui-ci est bloqué, je suis à la position 0. Là j'en suis à la 5e. Sachez que comme il y a 8 positions, je peux continuer de tourner. Donc forcément, physiquement je peux, à l'écran il se passe plus rien. Par contre si je reviens ici à la 5e, sans toucher à ce bouton, voilà. On repart ici, pareil pour les distances, l'échelle d'affichage. Je peux aller jusqu'à 320 nautiques, sachant qu'il y en a encore un derrière et encore un autre. Voilà. J'ai bien 8 positions, mais physiquement il n'y en a que 6 qui sont utilisées. Je vais vous montrer que ici, quand on a des problèmes de connexion, des soudures mal faites, des LED ou des faux contacts, en utilisant le mode de test des ampoules, vous voyez qu'ici on a des LED qui clignotent. Alors ici c'est très peu éclairé parce que j'ai rajouté dessus j'ai fait des tests avec des autocollants blancs, voir si ça pouvait diminuer un peu la luminosité, pardon, pour éviter que ça me fasse la lumière très forte comme celle-ci là que vous pouvez voir. Les LED sont assez puissantes et du coup ça éblouit un peu quand je joue le soir. Donc j'avais fait des tests avec des étiquettes blanches imprimées. C'est pas très efficace, hein. On voit à peine le vert qui est allumé derrière.
Je sais même pas si à l'écran ça se voit, mais c'est vraiment très très léger. Et celle-ci, j'ai toujours un problème là je pense que c'est peut-être la LED hein, qui est défectueuse. Toujours eu un problème de clignotement de cette LED. Donc ça c'était le mode test, parce que si vous regardez en fait dans le cockpit tout allumé. Ça permet juste de vérifier qu'aucune LED n'est grillée. Et là, le mode test, je l'ai ici. Vous voyez un peu donc tout ce qu'on peut faire rapidement. Alors, j'ai essayé de garder la forme, j'ai essayé de me rapprocher. Normalement, c'est à l'échelle 1 à quelques millimètres près. Je n'ai pas les cotes. Airbus m'a pas communiqué les dimensions précises de leur tableau de bord. Mais en fouillant un peu sur des sites, sur des passionnés, on arrive à recouper les valeurs et à retomber sur les mêmes dimensions, à peu de choses près. Donc il y a quelques aménagements, mais sachez que ça diffère très très peu. Donc là on a quelque chose de similaire, on est à l'échelle 1. C'est la taille réelle d'un Glare Shield d'A320, idem pour l'overhead. Hein. Le panneau que vous avez ici, c'est le panneau que vous avez ici là. Hop, si je ne bouge pas avec la souris c'est mieux. C'est le panneau que vous avez là. Pareil, à l'échelle 1. Donc il me restera forcément les indications à noter. Donc ça sera des indications blanches. Parce que si je coupe la luminosité, c'est écrit en blanc. J'aurai pas de rétroéclairage parce que j'en suis pas à ce stade encore de fabrication. Peut-être un jour, si j'ai une graveuse laser, pourquoi pas. Mais j'en suis pas à ce niveau-là encore. Peut-être un jour. Et vous serez bien entendu tenu informé si ça devait arriver. En attendant, vous avez vu un peu le bazar donc, que j'ai sur le bureau. On va arrêter là. Je pense avoir fait le tour. J'espère avoir été clair. On va faire un petit débrief en tête à tête. On se retrouve tout de suite. Où est-ce que j'aimerais arriver avec mes home cockpits? Est-ce qu'un jour j'arriverai à faire quelque chose de ce type? Non, sans doute jamais parce que c'est bien trop complexe, bien trop gros, bien trop coûteux. Mais si je peux... ne serait-ce que prendre du plaisir, comme je vous invite à le faire avec un FCU, les fils. Rien qu'avec ces deux modules, déjà, vous prendrez beaucoup de plaisir. Allez-y, hein, vous avez vu, je suis parti de bricolage, vraiment. J'arrive à quelque chose d'un peu plus sympa. J'espère aller un peu plus loin, de me rapprocher encore un peu plus de la réalité, d'avoir l'overhead accroché au-dessus, d'avoir les radios sur la droite. Je vous laisse regarder une petite partie de cette vidéo où je me suis amusé pendant 1h30 à piloter à côté d'un pilote Airbus A320 en faisant Toulouse-Bordeaux de mémoire, chez Aviasim, du côté de Toulouse. On se retrouve juste après, on fera un petit débrief et on regardera la suite de vol programmé. Regarde d'entrée, ouais, c'est ça. Parfait, maintenant ça reste redressé, on maintient l'axe. C'est 1000 pieds maximum sur un stade, là on est à 800 donc c'est bien. 300. Notre vitesse c'est même 700, on est en train de rattraper légèrement, donc là on est pas mal. Après à Marseille, peut-être à 900. 200. Là, je suis sur quoi 100. 50. 40. fermer les gaz, 30. faire la ronde. 20. Retard. Parfait, c'est river, c'est magnifique. Et speed brakes, river green, 17.
Et nous voici arrivés au terme de cette vidéo, non pas consacrée cette fois-ci au logiciel, mais plus sur mon expérience personnelle. J'ai regardé plusieurs dizaines d'heures de vidéos et des centaines de photos. Je pensais franchement pas avoir fait autant de photos et pris de vidéos lors de mes montages. Je suis content que ça m'ait servi et j'espère surtout que ça vous servira à vous. J'ai essayé de faire un montage qui ait du sens, en partant, comme vous l'avez vu, de mes premiers essais, de mes premiers prototypes, on va dire, jusqu'aux versions finales que j'utilise actuellement. Je continuerai, je pense, à filmer mon avancée lorsque je referai des panneaux, de manière à pouvoir les repartager comme je viens de le faire. Le prochain épisode de la série Vol programmé sera l'épisode 6h Zulu consacré aux entrées analogiques comme prévu, et on prendra l'exemple le plus simple, c'est le potentiomètre. Un autre épisode est prévu après l'épisode sur les entrées analogiques. Nous verrons un épisode consacré aux modificateurs, sujet qu'on avait abordé lorsqu'on avait traité des afficheurs 7 segments. Donc on verra ça dans l'épisode 4h30, place logique, puisqu'il vient après les afficheurs, et avant cet épisode qui était consacré là, à la construction physique des panneaux. J'espère avoir été clair. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à laisser un commentaire si besoin, faites-moi des retours si vous avez déjà créé des choses, si vous galérez, si j'ai pas été clair, si des explications méritent d'être approfondies, laissez-moi vos commentaires, abonnez-vous pour ne rien louper. Moi je vous dis à très bientôt et très bon vol à tous.